Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. L'opposant congolais Vital Kamerhe se dit prêt à prendre part au dialogue national. Son parti l'UNC répond ainsi à l'appel d'Étienne Tshisekedi dans le but de faire avancer le processus électoral en République démocratique du Congo. Reprise ce mardi 19 juillet du procès de Simone Gbagbo aux assises d'Abidjan. Accusée de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, l'ancienne première dame de Côte d'Ivoire était face à un témoignage à charge. Et puis, programme de dépistage du VIH-Sida en Afrique du Sud pour les jeunes filles. Avec une population estimée à plus de 52,3 millions d'habitants, l'Afrique du Sud est l'un des pays les plus touchés par la maladie au monde. En République démocratique du Congo, l'opposant Vital Kamerhe a déclaré publiquement être disposé à participer au dialogue national. Il rejoint donc avec son parti l'Union pour la nation congolaise, la ligne adoptée par le Rassemblement, l'organe mené par l'opposant historique Étienne Tshisekedi. Corinne Komdem. Vital Kamerhe se dit prêt à prendre part au dialogue national. Une décision prise après plusieurs consultations au sein de son parti, l'Union pour la nation congolaise, à quelques semaines du grand meeting de l'opposition qui aura lieu ce 31 juillet à Kinshasa. Celui qui figure parmi les opposants les plus en vue en République démocratique du Congo a officialisé son entente avec le Rassemblement conduit par Étienne Tshisekedi. L'absence de Vital Kamerhe lors du conclave organisé à Ginval en Belgique par le président de l'UPDS avait laissé planer le doute sur les relations entre l'UNC et le reste de l'opposition. Il y avait au niveau du parti certaines agitations. Mais par la suite, le chef du parti a communiqué officiellement que nous nous inscrivons dans la ligne officielle de l'opposition républicaine qui a participé au meeting de Genval. En effet, le premier adjoint du parti, l'honorable Loubaya et moi-même, sommes allés représenter le parti au niveau des travaux de Genval. L'UNC fait partie de la dynamique et la dynamique aujourd'hui fait partie du rassemblement. Et c'est dans cette logique que nous évoluons pour l'organisation de ce dialogue. Leur participation au dialogue national devra toutefois être soumise à des conditions, comme la garantie du respect de la Constitution de la République démocratique du Congo et la libération des prisonniers politiques. Rappelant que Vital Kamerhe et les autres membres de l'opposition avaient rejeté le dialogue convoqué par le président Joseph Kabila. Il se revendique de la résolution 2277 des Nations Unies et de l'accord cadre d'Addis Abeba. C'est là donc qu'eux trouvent la légitimation d'un dialogue politique. Alors que la majorité politique en RDC, elle s'inspire du décret pris par le président de la République qui a convoqué ce dialogue. Les tenants de l'opposition sous les labels de rassemblement ne veulent pas participer à un dialogue convoqué par le président Kabila dans la mesure où ils estiment que ce serait se mettre sous une forme de coupe réglée. Le 31 juillet prochain, l'UNC sera présent au grand meeting de l'opposition à Kinshasa. Objectif principal, faire avancer le processus électoral afin de sortir le pays de ce climat politique instable. En Libye, des militaires ont confisqué des armes et des matériaux utilisés par l'État islamique, des munitions qui ont servi dans les batailles contre l'armée pro-gouvernementale pour contrôler Sirte, une ville située dans le centre-nord du pays. L'objectif est d'assurer la sécurité et le contrôle de cette ville en proie à des attaques depuis 2015. Les explications de Idolette Mirabel-Bissou. Pour garder le contrôle de la ville de Sirte en Libye, des militaires ont confisqué des armes et autres munitions de guerre utilisées par l'État islamique. Dans la lutte contre le terrorisme et l'insécurité grandissante dans cette partie du pays, les autorités multiplient les stratégies pour anticiper et protéger les populations contre les attaques sporadiques. Les tactiques explosives de l'État islamique consistent entre autres à faire sauter les maisons, les rues, les routes côtières et bien sûr des véhicules chargés d'explosifs avec des kamikazes ou des véhicules qui explosent simplement au démarrage. Faire sauter des maisons, c'est la tactique la plus dangereuse parce que les gens déplacés, par exemple, peuvent retourner dans leur foyer. C'est dans un tel incident que nous avons perdu un membre de notre équipe. À leur base à Misrata, les experts militaires affichent des dizaines de chars, des détonateurs, des ceintures explosives. L'armée affirme avoir démantelé plus de 100 engins explosifs dans des bâtiments gouvernementaux et des maisons d'habitation à Sirte.
200 autres bombes, des obus de chars et des engins explosifs improvisés ont également été saisis depuis le début de l'opération de l'armée il y a 2 mois pour libérer la ville de Sirte. Quand vous voyez le type de matériaux, le processus de construction, il indique que ces personnes sont des experts, des spécialistes, à un niveau très élevé. Dans certains cas, nous avons trouvé du matériel didactique sur la façon de fabriquer des bombes et des explosifs, la façon de les faire exploser, comment les construire. Cela montre que ces gens sont très avancés dans leur connaissance des explosifs. Dans le processus de démantèlement des explosifs, un soldat a été tué et 3 autres blessés. Face à l'armée libyenne, l'État islamique utilise des kamikazes et des véhicules chargés d'explosifs, ciblant souvent les points de contrôle de l'armée. Selon les experts, l'une des tactiques les plus meurtrières utilisées consiste à planter les bombes dans des bâtiments abandonnés. Le retour des habitants dans ces bâtiments est souvent fatal. Perdre Sirte représenterait un revers majeur pour l'État islamique qui a établi sa base la plus importante hors de la Syrie et de l'Irak dans cette ville libyenne. Sirte était sous le contrôle du groupe depuis 2015 et il a étendu sa présence sur 250 km de côte. Nous restons toujours en Libye où le gouvernement d'union nationale accuse la France de violation de son territoire. En effet, des soldats français sont présents dans le pays sans que le gouvernement ait été informé. Après le décès de 3 militaires français en Libye, le président François Hollande a confirmé ce mercredi pour la première fois la présence de soldats français sur le sol libyen. Suite à cette annonce, des centaines de personnes ont manifesté ce mercredi dans plusieurs villes de Libye, notamment dans la capitale à Tripoli. Le procès de Simone Gbagbo a repris ce mardi 19 juillet à la cour d'assises d'Abidjan. Les audiences avaient été suspendues il y a 15 jours suite à un malaise de l'ex-première dame de Côte d'Ivoire. Ce mardi, la dame de fer, comme on la surnomme, était face à un témoignage à charge. Les explications de Corinne Comdem. Reprise du procès de Simone Gbagbo en Côte d'Ivoire. 15 jours après son interruption, en raison de son état de santé, l'ex-première dame de la Côte d'Ivoire était présente à la cour d'assises d'Abidjan ce mardi 19 juillet 2016. Poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, son procès a donc pu reprendre là où il avait été suspendu, avec l'audition d'Harold Metsch, un milicien pro-Gbagbo. Il y a 15 jours, ce dernier accusait Simone Gbagbo d'être impliquée dans la répression qui a eu lieu durant la crise post-électorale de 2010 à 2011. Elle aurait financé le groupement des Patriotes pour la paix, la milice chargée de cette répression. Cependant, lors de cette deuxième comparution, le témoin aurait émis des propos contradictoires à ceux de sa première comparution le 22 juin dernier. M. Metsch a systématiquement des déclarations contradictoires. Lors de sa première comparution devant la cour d'assises en qualité de témoin, il avait indiqué qu'effectivement il était financé par la première dame Simone Gbagbo. Ensuite, lors du contre-interrogatoire, quant à la question qui était de savoir si il avait rencontré déjà Madame Simone Gbagbo, il nous a répondu que non. À la question de savoir si Madame Simone Gbagbo lui avait remis de l'argent à lui personnellement ou à ses proches, il a répondu que non. Donc dès lors, vous voyez bien qu'il y a une contradiction entre le fait d'accuser Madame Simone Gbagbo de financer son groupement et le fait de dire qu'il n'a jamais rencontré Simone Gbagbo, que Simone Gbagbo ne lui a jamais remis des fonds. Pour la défense de Madame Gbagbo, M. Metsch ne serait pas un témoin fiable. On ne pourrait s'appuyer sur son témoignage pour mener ce procès de manière objective. Ce qui est certain, c'est que le rapport d'expertise fait état en ce qui le concerne d'une personnalité pathologique hystérique et de quelqu'un qui a une proportion à se mettre en scène et à exagérer les faits. Et qui est prêt à jouer les acteurs dans le but d'attirer l'attention. C'est pas moi qui le dis, c'est le psychiatre qui l'a examiné qui le dit. Pour l'heure, le juge a ordonné la poursuite de l'audience, malgré les objections des avocats de l'ancienne première dame qui ont soutenu l'idée que le témoin Harold Metsch soit soumis à une nouvelle analyse psychiatrique. Une résurgence de l'épidémie du VIH-Sida est redoutée en Afrique du Sud. En effet, le pays concentre le plus grand nombre au monde de malades touchés par le virus. En dépit des progrès réalisés ces dernières années, le VIH reste la première cause de mortalité chez les jeunes sud-africains. Oumou Kalsomba.
Avec une population estimée à plus de 52,3 millions d'habitants, l'Afrique du Sud enregistre environ 6,3 millions de personnes porteuses du VIH-Sida. Selon les chiffres de 2015, la prévalence chez les jeunes filles âgées de 15 à 24 ans est de 13,9%. Une situation qui a poussé les représentants municipaux de la commune de KwaZulu-Natal à lancer une vaste campagne de dépistage chez les jeunes filles. Pour les encourager à faire davantage le test du sida, les autorités octroient des bourses d'études aux jeunes filles sud-africaines. Nous avons lancé ce programme dans le but de lutter contre la propagation du VIH-Sida, notamment chez les jeunes filles scolarisées, et de lutter contre les grossesses précoces. Pour les encourager, nous leur offrons des bourses d'études. En contrepartie, elles se font dépister. L'octroi des bourses aux jeunes filles de la localité de KwaZulu-Natal a suscité la polémique chez certaines organisations de défense des droits de l'homme sud-africaines et des commissions pour l'égalité des sexes. Notil Mouchounou est étudiante, la vingtaine révolue, et les bénéficiaires de cette bourse d'études. Elle révèle que c'est grâce à ce programme qu'elle a pu terminer ses études secondaires et s'inscrire à l'université. Personne ne nous a forcé à faire le dépistage du sida afin que nous puissions obtenir ces bourses d'études. Je trouve que c'est un moyen efficace de lutter contre toutes sortes de maladies sexuellement transmissibles. C'est grâce à ce projet initié par notre mère que j'ai pu faire des études poussées et cela a changé ma vie. En dépit des progrès notables dans la lutte contre le sida, on note encore un pourcentage élevé des filles séropositives en Afrique du Sud. Au moins 28% des filles scolarisées dans le pays sont porteuses du virus. En ce qui concerne les élèves garçons, seuls 4% d'entre eux sont séropositifs. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.